c'est là où il y a tout un travail à générer avec les différents acteurs de l'entreprise pour essayer de maintenir l'implication, l'engagement, la motivation et la santé des salariés, hein, puisque le secteur est confronté à des taux d'absentéisme également parfois assez élevés. Voilà, donc ça c'est sur les enjeux. Deux, trois informations, si j'arrive à le faire passer. Ah, je crois que je suis… Peut-être qu'il faut que je partage, peut-être, parce que… Normalement, tu as le contrôle, Nathalie. Là, j'ai rien du tout. C'est bon. Voilà, ouais, non, par contre, j'ai été un peu vite. Juste deux éléments préalables sur la méthodo. Alors, le baromètre, c'est des choses, quelque chose de relativement simple, hein. C'est un questionnaire avec une trentaine de questions qui ont été posées donc aux salariés et aux dirigeants de leur côté sur le travail, l'organisation, le management, les changements les changements organisationnels dans la structure, voilà, un certain nombre de points. On l'a, vous l'avez dit, par contre, réalisé avant la fin de l'année dernière, donc effectivement, c'est hors la crise malheureusement que l'on a subie depuis, mais ça permet quand même de donner des tendances de fond auxquels vont se rajouter, on pourra en reparler, je pense, dans le webinaire, la crise sanitaire. Voilà. Alors, on n'a pas un gros échantillon sur la région Nouvelle-Aquitaine. On a 415 personnes qui ont répondu, donc il faut aussi quand même être assez prudent dans cette enquête. Et par rapport on a un recul donc de 3 ans par rapport au précédent baromètre, et avec une diminution du nombre quand même de répondants, voilà, de plus de 25% d'ailleurs. Voilà. Alors, j'ai du mal à passer les diapos. Voilà. Les caractéristiques de l'échantillon, là aussi, je passe vite, mais je pense qu'on retrouve les caractéristiques des populations au sein de l'ESS, donc une population principalement donc féminine, une population vieillissante. Bon, là, dans ce panel, effectivement, on a beaucoup bien sûr de salariés, 14% de dirigeants. Et puis, ce sont les associations qui sont également les plus nombreuses qui ont répondu, les salariés ou des dirigeants d'associations et des mutuelles principalement. Et dernière information, on est plutôt dans des structures ayant des répondants appartenant à des structures de 20 à 50 salariés. Voilà. Ça, c'est juste en termes de présentation. Je suis désolée, ça n'avance pas très bien. Alors, qu'en est-il de la perception de la qualité de vie au travail pour les professionnels donc, du secteur ? On voit que 3/4 des salariés et dirigeants, là on a globalisé au niveau de la satisfaction, se disent voilà, contents de leur travail. Alors c'est bien, et en même temps on peut se dire il y a quand même un quart de personnes pour qui aujourd'hui voilà, ce qu'ils vivent dans l'entreprise n'est pas non plus au top. Le chiffre de la Nouvelle-Aquitaine est tout à fait en conformité avec ce que l'on trouve au niveau national. Il n'y a pratiquement pas de différence par rapport à ça. On a voulu indiquer également que suivant le type de structure, on n'a pas du tout les mêmes résultats, et on voit qu'il y a un écart très important entre la satisfaction dans les associations, qui est de 78%, et seulement de 63% dans les mutuelles. Bon, on n'a pas pu traiter les autres types de structures compte tenu du trop faible taux de réponse dans ce cas-là. Alors, bon, ça, c'était la satisfaction globale. Alors, important, je veux dire, c'est un élément… Alors, on peut se dire, oui, la satisfaction, mais chacun a répondu qu'il est plus ou moins… satisfait par rapport à des critères très, très personnels. Pour un, ça peut être l'ambiance qu'il y a dans l'entreprise, pour d'autres, ça va être le contenu du travail, etc. Là, peu importe, parce que ce qui est important, c'est de se dire que
c'est de l'auto-évaluation effectivement des personnes. Et c'est ça qui est un gage de motivation et de santé au travail. C'est à ce titre-là qu'ils vont estimer qu'ils sont bien ou pas pour travailler. Voilà. En tant que tel, sans aller dans l'analyse, ça donne des éléments assez intéressants. Là, ce qu'on voit aussi, ce qui paraît un peu logique compte tenu du positionnement différent dans l'entreprise, c'est que les écarts, effectivement, entre la satisfaction des salariés et celle des dirigeants n'est pas la même. On peut se réjouir qu'elle est quand même beaucoup plus importante pour les dirigeants qui gèrent justement leur structure. À ce titre-là, les dirigeants de Nouvelle-Aquitaine, vous le voyez par rapport aux chiffres, sont bien au-dessus en termes de satisfaction par rapport au taux national. Donc ça, il faut vraiment le signifier. Vous auriez dans votre région des dirigeants qui, globalement, se sentent bien dans leur structure. Pour les salariés, les chiffres sont à peu près conformes au national. Il n'y a pas trop d'évolution par rapport à 2016. Par contre, on a mis, vous avez dû voir qu'il y a entre les deux graphiques là, de couleurs différentes, il y a un niveau de benchmark qui est indiqué, qui lui est à 80%. Et ça, c'est le CSA qui nous a ramené que globalement, dans tous les autres secteurs d'activité, si on peut dire, le taux de satisfaction des salariés, par contre, serait, je mets quand même des guillemets, mais serait plus important, de l'ordre de 80%. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Voilà. Au-delà de la satisfaction, on a voulu aussi, bien sûr, interroger les gens pour savoir comment ils évaluaient l'évolution, notamment de la qualité de vie au travail dans leur structure. Donc là, on n'est pas sur leur propre satisfaction, mais on est plus sur d'apprécier les mesures en général, la politique qui existe dans l'entreprise, qui devraient favoriser leur qualité de vie au travail. Donc là, on voit qu'on a une moyenne d'un peu plus de 6% de notes, parce que c'était une notation, on leur demandait de noter de 1 à 10 cette qualité de vie dans leur entreprise. 1 étant que c'était très mauvais et au contraire 10 très bon. Voilà. Donc on est sur une note moyenne de 6, c'est plutôt positif, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. On voit que c'est une note qui diminue par rapport à, pas de beaucoup, mais un petit peu par rapport à il y a 3 ans. Et pour les dirigeants, c'est la même chose, elle diminue. Sans être non plus, compte tenu de leur posture très, très importante. On est à peu près également dans les ratios nationaux, voilà, à ce titre-là. Voilà. Alors, bien sûr, quand on a dit que la notation, leur évaluation était moyenne ou avait tendance à diminuer, on a essayé d'aller voir un peu plus loin et savoir quelle était la proportion des personnes, que ce soit dirigeants ou salariés, qui estimaient qu'elle s'était améliorée ou dégradée. Et là, c'est très, très net. Au niveau national, ils sont à 47%, mais là, on a 50%, la moitié des salariés qui estiment que leur qualité de vie au travail s'est dégradée depuis 3 ans. Voilà. Donc ça, c'est un chiffre quand même important à souligner. On a aussi une augmentation de la perception de la dégradation pour les dirigeants, puisqu'elle atteint un peu plus d'un tiers maintenant, alors que ce n'était pas le cas 3 ans avant. Et à l'inverse, donc on voit que la proportion des salariés et des dirigeants qui estiment que la QVT s'est améliorée n'a pas énormément bougé, quoi. Même diminué pour les dirigeants. Voilà. Alors, bon, ça, c'est des chiffres, effectivement, ça donne des tendances. Bien sûr, on a cherché à mesurer ou à savoir un peu plus précisément qu'est-ce qui justifiait d'un côté que les salariés estimaient que cette QVT s'était améliorée, de nous donner donc les motifs d'un côté, et inversement, pour ceux pour qui elle se dégraderait,
quels sont également les motifs. Et là, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on se voit qu'on a à peu près dans les 3 plus grands motifs qui remontent, que ce soit en satisfaction ou en détérioration, on se retrouve sur les mêmes critères en fait. Hein. Donc il semblerait qu'il y a quand même des critères déterminants qui participent à la construction de l'amélioration ou détérioration de leur perception de la QVT, qui sont à la fois donc l'ambiance de travail et les relations de travail en général. Hein. On voit bien qu'on est dans un secteur où on a besoin de travailler en équipe, où on est dans les petites équipes, donc il faut que ça fonctionne bien là, et que quand ça dysfonctionne, eh bien, ça peut créer des tensions relativement fortes et dégrader la QVT. Donc voilà, ce qui explique un peu qu'on retrouve ces 2 indicateurs. La question des changements organisationnels, ça c'est clair que d'une manière générale, ce sont les facteurs les plus anxiogènes, hein, il faut le dire, pour les salariés. Alors oui, je ne vous ai pas précisé, là on a pu analyser les motifs d'évolution de la QVT que pour les salariés, parce que les données sur les dirigeants étaient vraiment trop faibles. Voilà, donc on ne peut à ce titre-là que parler de ça, mais c'est notre sujet, puisqu'on est sur l'attractivité de la QVT pour les salariés. Voilà, donc je parlais des… Non, si c'est possible, juste parce que je pense que celui-là est important au niveau du contenu. Donc je parlais des changements organisationnels, hein, qui peuvent être vécus comme souvent des grosses sources de tension dans le travail. On se rend compte quand même qu'il y a eu là, on voit des évolutions importantes, puisque le taux de personnes qui estiment que ça dégrade la QVT diminue au profit à côté d'autres qui estiment qu'au contraire, ça peut permettre peut-être de redéfinir, reposer le cadre. Donc, ça serait plus rassurant et structurant. Donc, voilà, à tenir compte. Et puis, le 3e élément, c'est celui, bien sûr, de l'intérêt du contenu du travail et des missions confiées, qui, là, on voit à part égale pratiquement pour les salariés, aboutissent aujourd'hui soit à un enrichissement du travail ou pour d'autres à un appauvrissement. Voilà. Là, je n'ai pas parlé non plus, parce que là, il n'est pas commun dans les deux, mais sur le fait que pour les salariés, le fait d'avoir de travailler dans des conditions de plus en plus drastiques, avec moins de moyens, pose un réel souci. Hein. C'est pour ça qu'il apparaît en voilà, le 2e niveau à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà pour ça. On peut passer. Et puis voilà, et puis je voulais, pour ce premier tour d'horizon, vous renvoyer la question parler de la question justement de la confiance dans l'avenir professionnel, parce que la QVT se base principalement justement sur cette confiance, cette assurance qu'ont les salariés de pouvoir dans leur entreprise bien faire leur travail. Alors, on voit que 61% des salariés avant Covid se disent confiants par rapport à leur avenir. C'est bien supérieur, par contre, il faut le noter dans votre région par rapport au niveau national, qui est quand même très bas, 56%. Mais voilà, ce n'est pas un taux non plus mirobolant d'identifier. Voilà. Et puis, peut-être encore plus préoccupant, c'est la diminution du taux de confiance des dirigeants. Vous voyez, ils étaient il y a 3 ans à 85%, et d'un seul coup, donc ils tombent à 71%. Donc un taux qui, pour le coup, vous le voyez aussi, est bien inférieur au niveau national. Et là, ça peut poser question sur aussi la capacité derrière du management dans une période aussi incertaine que l'on connaît aujourd'hui pour continuer
à maintenir la motivation des personnes, à lutter contre l'absentéisme, etc. Donc là, il y a du travail. Je crois qu'effectivement, comme on l'a dit, la QVT est vraiment un outil pour développer l'attractivité interne des personnes. Il faut redoubler effectivement voilà, d'efforts par rapport à ça. Et puis, à ce titre-là, on est là aussi pour aider les entreprises à aller dans ce sens-là. Voilà, merci. Merci Nathalie pour ces premiers résultats qui, on le voit, posent de vrais enjeux, des vraies questions. Je pense que ça fait aussi écho à ce que vivent au quotidien les participants de ce webinaire-là. Et donc, encore une fois, je les invite à vraiment pouvoir témoigner et poser leurs questions par rapport à ces premiers résultats. Il y aura d'autres résultats également qui vont suivre plutôt sur les points de progrès éventuellement et points d'appui qu'on pourra présenter très rapidement. Je vais tout de suite passer la parole à un premier témoignage qui nous semblait intéressant de mettre en avant, celui de Margot. Margot Nouan, vous êtes chargée de développement RH à la Mutualité française Limousine. Et ces dernières années, en tout cas, vous avez mis en place une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail dans votre structure. Donc, je vais vous laisser tout de suite la main. Je vais simplement arrêter le partage de l'écran. Hop, si j'y arrive, pardon pour l'aspect technique. Voilà. Donc, Margot, vous pouvez mettre évidemment votre diapositive et nous présenter l'initiative que vous avez développée à la Mutualité française. Oui, bonjour à tous. Vous voyez bien mon diaporama? C'est bon? Moi, non. Mince, j'ai partagé mon écran pourtant. Alors, je vais retenter. Normalement, cette fois, ça devrait être bon. C'est parfait. Il faut le mettre en diapo et c'est parfait. Donc oui, je vais vous présenter du coup brièvement le groupe Mutualité Française Limousine pour que vous compreniez nos activités. Et ensuite, je vais rentrer plus dans le cœur de notre démarche. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai à la fin. Donc, la vocation de la Mutualité Française Limousine, c'est de créer des services de soins et d'accompagnement mutualiste, donc on appelle des SAM. Donc, on en a 87 sur les 3 départements, donc Haute-Vienne, Creuse, Corrèze, et ça représente un peu moins de 1000 collaborateurs. Donc, ces SAM, ils ont pour vocation de répondre aux besoins de la population tout au long de leur vie. Donc, on commence par des activités liées à la petite enfance. Nous avons 18 crèches sur le territoire. Nous avons aussi des centres dentaires et des pharmacies. Donc là, on regroupe sous le pôle soins premier recours. Nous avons également des activités optique audition dans le pôle biens médicaux. Et pour finir, nous avons des activités d'accompagnement de la personne âgée et des centres de rééducation. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de la diversité de nos métiers. Comme le disait Pierre Roussel en début de présentation, c'est vrai qu'on a différents métiers et les démarches doivent s'adapter à l'intégralité des métiers qui sont présents. Et c'est ce qui peut faire que la démarche n'est pas forcément aisée à lancer aussi. Donc pour vous présenter le contexte et l'origine du projet, plusieurs éléments ont été pris en compte. L'élément le plus fort qui a été pris en compte et que toutes les entreprises suivent, j'imagine, c'est un taux d'absentéisme important et qui ne cesse d'augmenter sur les dernières années. Donc, c'est vrai que le taux d'absentéisme, c'est un indicateur factuel qui est extrêmement suivi, qui a pour conséquence en termes de coûts pour l'entreprise importante et une désorganisation du travail pour les équipes qui sont sur le terrain parce qu'il faut trouver des solutions, il faut pallier à cet absentéisme au quotidien. Donc voilà l'élément le plus important qui a fait que nous sommes lancés dans cette démarche. Après, il y a eu d'autres éléments aussi que je vais vous présenter juste ensuite. Notamment les mutations environnementales, technologiques, sociétales, le fait d'avoir le souci permanent d'amélioration de la qualité du service rendu. Tout ça, c'est des choses auxquelles toutes les entreprises sont confrontées aujourd'hui. Tous nos métiers sont concernés également. Et voilà, le but, c'est qu'on sait que ces changements-là, ils sont inévitables. Et le but, c'est de les accompagner au mieux. On avait aussi des questionnaires de satisfaction interne
Et on suit également nos DU. Donc ça, ce sont des éléments qui font apparaître de plus en plus des sollicitations importantes, notamment en termes de troubles musculo-squelettiques. Donc ça, c'était une préoccupation également. Et la dernière chose qui a fait que nous sommes lancés dans cette démarche, c'est la difficulté de recrutement sur certains métiers, notamment sur les métiers de soignants aujourd'hui. Et donc, du coup, toujours dans le souci de développement de notre attractivité, de développement de nos talents et de diminuer nos difficultés de recrutement, on s'est dit qu'il fallait qu'on se lance dans une démarche qualité de vie au travail pour développer aussi notre marque employeur à l'extérieur de la Mutualité Française Limousine. Donc voilà pour les éléments qui ont fait que nous sommes lancés dans cette démarche. Je vais maintenant rentrer plus dans le vif du sujet et je vais vous présenter notre démarche plus concrètement. Donc notre démarche, elle est articulée autour de 2 éléments importants. Le premier élément, c'est qu'on a essayé de faire une démarche participative et collaborative. Donc en faisant participer tous les salariés à un baromètre qualité de vie au travail. Donc je vais revenir plus particulièrement sur cet outil juste après. Donc, les salariés ont été invités à participer à ce baromètre qualité de vie au travail et ils ont également participé à des groupes de travail, donc à des groupes de parole, afin de proposer des axes d'amélioration sur la qualité de vie au travail et sur leurs ressentis. Pour ce baromètre, nous avons eu 50% de taux de participation, donc un salarié sur 2 a répondu et nous avons obtenu une note moyenne de 6,3 sur 10. Donc, comme le présentait Nathalie Lair juste avant, c'est un pourcentage qui est en relation avec la note attribuée qualité de vie au travail de la Nouvelle-Aquitaine, de la région. Donc voilà pour le premier élément, donc une démarche participative où est impliqué tous les salariés au maximum parce que c'est grâce à leur avis qu'on peut construire une démarche pérenne. Le deuxième élément très important, c'est qu'il implique la ligne managériale, c'est-à-dire que tous les managers ont été sensibilisés à ce thème de la qualité de vie au travail. Nous avons créé un comité de pilotage dans lequel est présent les directeurs de pôle, des salariés et des représentants syndicaux. Et ce comité de pilotage, il est piloté par le directeur général, par la direction des ressources humaines dans l'intégralité de son service et par la directrice qualité également. Ce comité de pilotage, il a pour vocation donc d'impulser la démarche. Donc c'est vraiment une démarche impulsée par la direction générale et c'est très important dans ce genre de démarche que la direction générale ait connaissance et ait conscience des difficultés des collaborateurs sur le terrain. Il a également pour vocation de décider des actions qui vont être mises en place et de les évaluer. Donc voilà pour, on va dire, la présentation de la démarche dans sa globalité. Donc le projet est vraiment porté par la direction générale, mais il s'appuie sur l'expertise des salariés qui sont présents sur le terrain au quotidien et qui vont proposer des axes d'amélioration. Et c'est le comité de pilotage ensuite qui valide ces actions et qui les évalue. Donc je voulais revenir plus particulièrement sur le baromètre qualité de vie au travail et sur l'accompagnement du coup de Quorum durant la mise en place de ce baromètre qualité de vie au travail qui s'est fait en plusieurs étapes. Il a commencé par, donc avant le baromètre, par l'animation d'un séminaire. Donc une consultante est venue dans nos locaux en présentiel et tous les membres du comité de pilotage étaient présents ainsi que des managers. Le but, c'était vraiment de sensibiliser en fait tous les managers à l'importance de ce projet et de les impliquer au maximum. Donc ça a été fait en juillet 2018 précisément. Et en fait, c'était vraiment le point de départ de notre démarche. Ensuite, Quorum nous a proposé un modèle de questionnaire. Donc, un modèle de baromètre qualité de vie au travail. Ce baromètre-là, il est assez complet. Il aborde des thèmes assez différents comme l'organisation du travail, le contenu du travail, la charge de travail, l'équilibre vie pro, vie perso. Les salariés ont mis environ une quinzaine de minutes pour répondre à ce baromètre-là.
L'avantage de ce baromètre, c'est que du coup, il était présenté par Quorum, qui est un acteur de l'économie sociale et solidaire. Et donc, il connaît nos métiers et donc il était déjà assez personnalisé. Mais on avait la possibilité de le personnaliser d'autant plus, de poser des questions internes qui étaient propres à notre entreprise. Et donc ça, c'est une vraie facilité parce que c'est vrai que c'est ce qui permet que les salariés s'y retrouvent et qu'ils se rendent compte que ce n'est pas un questionnaire type, qu'il est vraiment adapté à l'entreprise et à ses spécificités. Donc ça, c'est un vrai avantage. Ensuite, Quorum nous a proposé des modèles d'affiches, donc des affiches qu'on a pu mettre et distribuer dans toutes nos structures. C'est vrai que c'est un vrai avantage aussi parce qu'il n'y a pas besoin d'un service communication à l'entreprise propre. Donc l'affiche représentait l'importance de participer. Elle indiquait aussi les dates de mise en ligne du questionnaire. Donc voilà, ça permettait de faire une communication qui suivait son cours tout au long de la mise en ligne de ce baromètre. Et c'est vrai que c'était un peu notre appréhension parce que c'est un baromètre qui était totalement dématérialisé et nous avons des métiers et des personnes qui ne sont pas vraiment à l'aise avec l'outil informatique. Donc là, on a compté aussi beaucoup sur le relais des managers. Les managers ont vraiment relayé en plus des affiches le fait qu'il fallait vraiment participer à ce baromètre, que c'était important d'avoir leurs avis pour qu'on se lance dans la démarche. Et c'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu 1 salarié sur 2 qui a répondu. C'est un taux satisfaisant hein, qui pourrait être largement meilleur. Mais par rapport à nos enquêtes internes où on a 20 ou 25% de taux de réponse, on était déjà au double de la participation. Donc, ça nous a semblé satisfaisant et on s'est servi de ces données pour ensuite se lancer dans la démarche. La dernière intervention de Quorum nécessite à être souligné parce que c'est un travail extrêmement important. Quorum nous a donné donc un compte-rendu d'une centaine de pages qui recensait donc toutes les réponses. Ils ont traité les données sur l'intégralité des questions et sur les réponses des salariés. Donc ça, c'est vrai que c'est un gain de temps énorme pour l'entreprise parce qu'on n'a pas eu à consolider toutes les réponses. On a déjà eu un compte-rendu fait par Quorum. Et donc, du coup, on a obtenu le ressenti des salariés sur leur qualité de vie au travail et sur l'intégralité des thèmes du questionnaire du baromètre qualité de vie au travail. Donc voilà, l'enjeu ensuite, c'est qu'une fois qu'on avait ce compte-rendu, il fallait communiquer sur le baromètre qualité du travail et sur nos axes d'amélioration. Donc là, nous, en interne, c'est le service RH qui a consolidé toutes ces données. Donc toutes les données données par Quorum. Et en fait, nous avons essayé de faire ressortir des thèmes pour communiquer sur notre démarche et sur les points d'amélioration. Et donc, du coup, les thèmes qui sont ressortis après notre consolidation, ce sont les 4 suivants que je vous présente juste là. Donc, le premier, c'est le relationnel client, patient, résident et la gestion de l'agressivité, la communication interne et le management, l'organisation du travail et les troubles musculo-squelettiques. Donc là, plus particulièrement sur notre démarche, nous avons lancé des groupes de travail, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, et notamment sur les groupes relationnels clients, gestion de l'agressivité et les troubles musculo-squelettiques. Donc là, les groupes de travail, ils ont été constitués par des salariés volontaires. Donc là, pareil, on a lancé une campagne de communication pour leur dire qu'on avait des groupes de travail et qu'ils pouvaient participer. Et donc, ces groupes de travail, en fait, ils ont eu pour but d'échanger sur des situations de travail vécues par les salariés eux-mêmes. Et donc, du coup, ça a mené à beaucoup d'échanges. Ils ont été menés sur tous les pôles de la Mutualité Française Limousine que je vous présentais en début de présentation. Et on a été accompagné d'une ergonome en fait pour faire ces groupes de travail. L'avantage, c'était qu'elle connaissait aussi nos métiers, qu'elle avait des axes d'amélioration possibles très concrets parce que c'est son métier d'accompagner et de proposer des solutions concrètes pour les salariés qui ont des difficultés sur le terrain. Donc voilà. La méthode d'animation qui a été choisie en lien avec la directrice qualité, c'est la méthode du reportage photo. Donc en fait, chaque personne qui participait au groupe de travail venait avec une photo favorable à sa qualité de vie au travail
une autre photo défavorable à sa qualité de vie au travail. Donc, c'est vrai que c'était un reportage photo, donc c'était une photo très concrète, une situation vraiment vécue. Et donc, les situations favorables à la qualité de vie au travail ont mené à des échanges. Elles ont fait ressortir des bonnes pratiques qu'on a ensuite échangées dans l'intégralité des pôles. Et pour les situations défavorables, en fait, le but, c'était de trouver des axes d'amélioration proposés par les salariés, validés par l'ergonome. Et voilà, ces échanges ont été bénéfiques pour les salariés parce qu'ils se sont sentis moins seuls face à une situation compliquée. Ils ont pu échanger dessus et trouver des solutions. Donc, toutes les pistes d'amélioration qui ont été proposées par les salariés pendant les groupes de travail, elles ont fait l'objet d'une validation en comité de pilotage. Et du coup, elles ont été ensuite menées et dupliquées dans nos pôles. Ensuite, pour ce qui est du thème de la communication interne et management et l'organisation du travail, la direction générale a décidé de se lancer dans une démarche de lean management. Donc là, je vous ai mis un petit lien si ça vous intéresse. Je vais être très brève là-dessus. C'est une démarche qui est très novatrice dans le secteur du médico-social, qui est normalement utilisée initialement dans le secteur de l'automobile. Donc, c'est une démarche d'amélioration continue. Et le but, c'est de proposer des outils aux salariés pour qu'ils se rendent compte que l'organisation de leur travail est facteur de qualité de vie au travail. Donc là, je vous laisse prendre connaissance des outils que je vous ai mis. Et on est accompagné par Cubic Partners et par le professeur De Coster, du coup, qui est le directeur général du CHU de Namur, en Belgique, qui utilise cette technique et qui nous accompagne pour dupliquer cette démarche à la Mutualité Française Limousine. Donc voilà, pour finir, je voulais vous présenter un modèle d'affiche qu'on a diffusé du coup dans l'intégralité de nos structures. Dans toute démarche de cette envergure-là, la communication est très importante. Et donc, du coup, c'est important de revenir vers les salariés qui ont participé soit au baromètre qualité de vie au travail, soit au groupe de travail, ou les deux, de leur dire, voilà, on a pris en compte vos éléments. Maintenant, on communique sur notre plan d'action et sur les actions qu'on va mettre en place. Donc voilà, c'est un modèle que je vous présente. On a mis l'accent notamment sur la formation. Donc, la formation à la manutention dans notre secteur petite enfance, dans notre secteur personnes âgées notamment, qui sont confrontés à beaucoup de problèmes de troubles musculo-squelettiques. Ensuite, on a aussi dupliqué des formations sur les échauffements et l'étirement avant et après la prise de poste. Et on duplique aussi des formations sur l'entretien de retour. Donc là, on forme tous nos managers à faire des entretiens de retour après des absences maladie des collaborateurs, que ce soit des absences courtes ou longues, afin que les collaborateurs reviennent dans des situations plus sereines au travail et qu'ils aient connaissance de ce qui s'est passé pendant leur absence et de les accompagner au mieux dans la reprise du travail. Donc voilà, c'est un exemple. On a aussi investi dans des broyeurs électriques de médicaments, donc notamment pour les infirmières qui broyaient les médicaments à la main et qui étaient confrontées à des problèmes de canal carpien notamment. Et aussi, ce sont des choses simples, mais ce sont des exemples. Hein. On a enlevé les bonbonnes d'eau en fait pour les fontaines à eau qui faisaient 20 kilos et qui nécessitaient donc du coup que quelqu'un les change. On les a juste reliés au circuit d'eau classique. Donc voilà, ça peut être des actions simples, mais qui changent au fur et à mesure le quotidien des collaborateurs. Donc voilà, ça c'est un exemple de plan d'action qu'on a mis en place sur cette année. Le but, comme dans toute action comme ça de fond, c'est de faire perdurer la démarche. Donc, notre comité de pilotage se réunit tous les 6 mois pour faire un point du coup sur les démarches, sur les actions qui ont été mises en place, sur les nouvelles actions à proposer et toujours dans un souci d'amélioration continue, de suivre des indicateurs sur les effets, les bienfaits de cette démarche ou non d'ailleurs. Et donc du coup, il faudra sans cesse l'adapter et voilà et l'améliorer. Donc c'est tout l'enjeu maintenant, c'est de faire perdurer la démarche. Mais le comité de pilotage est présent et les groupes de travail auront vocation aussi à être renouvelés. Donc voilà, je vous laisse si vous avez des questions et j'ai fini pour ma part pour la présentation.
Ça marche. Merci beaucoup, Margot, pour ces éléments. Ça nous semblait quand même vraiment essentiel, super important de pouvoir aussi présenter des démarches en cours, hein, sur le volet, je dirais, qualité de vie au travail. On le voit en plus sur un aspect qui est vraiment sur différents domaines, hein, que ce soit sur la communication, sur les troubles musculo-squelettiques ou sur la relation client. Enfin, c'est vrai que c'est très large et très complexe aussi à mettre en place. Et on voit là tout l'intérêt de pouvoir développer ces actions collectivement aussi au sein de la structure avec toutes les parties prenantes. Je vais peut-être laisser la parole simplement à Nathalie, justement sur ces points d'appui sur lesquels on peut se baser et qui ont été, je crois, évoqués, hein, dans le baromètre qualité de vie au travail de Corum. Alors, ton micro, simplement. Voilà, c'est bon. Oui, pardon. Oui, pas de souci. Oui, ça va être difficile autrement. Hein. Je ne sais pas parler avec les mains. Je ne sais pas si vous me comprendrez. Non, juste une réaction à chaud là. C'est vrai que bon, c'est bien de mettre en place un baromètre et d'avoir un retour important de salariés. Voilà, pour déjà faire un diagnostic, un état de la situation. Mais c'est encore mieux, et c'est là où souvent c'est assez difficile, c'est ensuite pour les entreprises de passer aux actions. Et notamment quand il ressort, je ne sais pas, une cinquantaine de thèmes, voilà, etc. Quelle priorité à donner à tout ça? Donc ça, c'est compliqué. Ça suppose d'avoir mis en place une organisation avec ça. Et aussi, je veux dire, ça participe je dirais, à la cohésion des équipes. Voilà. Je pense aussi qu'une démarche qualité, c'est aussi d'impliquer les gens au constat, à l'analyse des constats sur le travail et à la mise en place d'actions. Rien que ça, voilà, ça participe aussi de la démarche. Donc en tout cas, c'était vraiment très riche, hein, cette présentation. Puis l'autre point après, il faut le faire vivre. Voilà, une fois qu'on a mis les actions, vous en avez parlé, il faut mettre en place des indicateurs. Voilà, c'est un processus d'amélioration continue. Voilà. Moi, je voulais, oui, refaire le lien juste avec les résultats du baromètre par rapport à ce qui a été dit. C'est vrai que, alors, je vais passer, hein, bon, ça, je pense que vous le savez, que ce soit pour les salariés, pour les dirigeants. Aujourd'hui, les grands motifs de satisfaction pour travailler dans le secteur de l'ESS, c'est que on sent qu'on a un travail utile, parce que dans un certain nombre de secteurs, il y a des gens qui se posent quand même la question. Donc, il y a l'utilité, il y a la variété du travail, c'est qu'on est comme on interagit avec plein de gens, voilà, on fait des choses variées. On a parlé donc de l'utilité et on a une visibilité. En règle générale, on a quand même une visibilité, une clarté sur, voilà, sur sa mission et où on va, hein, même si bon, dans le contexte actuel, on peut se dire que ça va peut-être devenir plus difficile, mais c'est ça. Et ça, c'est valable pour les dirigeants comme pour les salariés. Voilà, donc ça, c'est les points forts sur quoi est basée, je dirais, la qualité, la satisfaction et derrière la qualité de vie au travail des personnes. Par contre, je voulais revenir un peu plus après sur alors, et l'ambiance aussi. J'ai oublié la question de voilà, le fait d'être entouré de gens qui partagent les mêmes valeurs ou un manager qui comprend bien nos difficultés, c'est très important, quoi. Bon, voilà. On a vu aussi, on est dans les petites structures voilà, qui demandent une collaboration entre les personnes fortes. Bon, voilà. Alors, sur les points d'amélioration, parce que c'est tout à fait en lien avec ce que vous avez dit, on peut passer là. Ouais. Ça, non, mais ça aussi, c'est quelque chose depuis qu'on met en place le baromètre qui ressort, c'est la question de la charge de travail, hein, qui reste importante et des moyens derrière. Voilà, ça
c'est très clair. C'est une question très, très vaste et compliquée parce qu'elle, elle touche directement à revoir complètement la manière dont on gère et organise le travail. Mais ensuite, est-ce qu'on peut tourner la diapo? Ouais. Voilà. Alors on en a parlé là justement dans les relations de travail, les choses à améliorer, même si globalement l'ambiance est bonne, etc. On sent quand même de la part des salariés qu'il y a un réel besoin de soutien supplémentaire des salariés par rapport à leur encadrement. C'est la question aussi derrière du temps que passe de plus en plus hors du terrain, en administratif aussi, des managers. Donc, il y avait cette question-là. Ensuite, il y a la question des changements au niveau du travail qui sont réels. On en a parlé quand j'ai présenté les résultats globaux, le fait quand même que aujourd'hui, ces changements restent quand même vus comme des éléments négatifs par rapport à leur gestion dans l'entreprise. Donc ça interpelle vraiment au-delà du changement en tant que tel, mais c'est la manière dont il est amené, dont on informe les gens, dont on les accompagne pour passer à un autre stade qui pose réelle question. Ce n'est pas forcément une question de compétences, mais plus une question de temps et de se réserver du temps pour les accompagner. Et on va voir, je voulais vous... parce que il y avait peut-être en amont, mais ce que j'ai retenu également, la problématique, je voulais l'aborder des TMS. Ça ressort quand même assez fortement dans le baromètre régional et même national sur la QVT. C'est qu'il y a même eu des augmentations, les salariés qui considèrent ressentir des douleurs encore importantes aujourd'hui, voire plus. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts de fait dans votre secteur, dans ce secteur, pour réfléchir à des améliorations. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'un certain nombre de personnes, compte tenu de la nature de leur travail, effectivement, souffrent de problèmes de dos, de problèmes articulaires. Donc ça, c'était important. Et l'autre point aussi que je voulais aborder, c'est la question de la relation au public, notamment de la gestion de l'agressivité, voire de la maltraitance, même si globalement la relation avec les usagers est considérée comme un grand facteur de satisfaction, on voit que montent en l'occurrence des plaintes de salariés qui estiment par exemple se sentir même maltraitant, être dans une relation où compte tenu des contraintes de charge de travail, ils ont le sentiment qu'il y a une dégradation de la relation donc, à l'usager, avec une peur de se retrouver dans une posture de maltraitant. Voilà. Ouais. Merci Nathalie pour ces précisions, et on aura l'occasion aussi d'y revenir dans le cadre de l'échange. Je vois qu'il y a déjà des premières questions, mais sur notamment le coût de la mise en place d'une telle démarche, telle que l'a présentée tout à l'heure Marco Nouan par Quorum. Et Marco répondait, je laisse peut-être le soin de vérifier évidemment, mais que du coup, étant adhérent à Quorum, cette démarche est bien sûr gratuite, en tout cas prise en charge. Donc, c'est bien une information importante puisqu'il y a un accompagnement là qui est fait pour vous accompagner précisément dans la mise en place de cette démarche au sein de votre structure. Oui, donc il y a une prise en charge en partie, voire en grosse partie. Voilà, il peut y avoir après des compléments, mais voilà. D'accord, ouais. Mais c'est un point important puisque c'est évidemment un axe important pour mettre en place ces démarches-là dans sa structure. Je laisse peut-être la parole tout de suite à Isabelle Garcia.
directrice d'Habitat Jeune Le Levin. Pour le second témoignage sur la mise en place de démarches sur la qualité de vie au travail, et puis aussi les difficultés, bien entendu, de mettre en place cela, et en tout cas les réflexions qui sont en cours aujourd'hui dans votre structure, Isabelle. Je vous laisse la main, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous, merci. Je cherche mon petit document que j'avais mis, que je vous ai envoyé en fait, mais il faut que j'aille le partager si je peux, si j'ai la main. Je ne le trouve pas tout de suite. Voilà. Je ne sais pas si vous allez me dire si vous le voyez. Non. Normalement, vous pouvez partager votre écran et du coup, on le verra. Est-ce que là, ça vous dit ou pas? Vous voyez ou pas? Non. Non. Encore. En bas, là. Là, c'est bon, ça a l'air de marcher. Voilà, c'est parfait. Par contre, elle est peut-être un peu grande, vous ne voyez peut-être pas tout. En fait, c'est l'idée de notre cheminement un peu. Je dirais que contrairement à l'intervention mutualiste, vous voyez, il est un peu sinueux, là, le petit chemin, et ça paraît beaucoup moins tranché que la proposition de Madame Nouan, en tout cas. C'est-à-dire que nous, c'est un travail qu'on mène depuis 2015 et qui, je dirais, est presque pénélopéen par certains endroits, c'est-à-dire qu'il faut défaire mais refaire, et tout en continuant, tout en ayant des parallélismes, et c'est vraiment quelque chose, pour moi, j'ai trouvé extrêmement complexe, et qui aujourd'hui est un pilier de l'organisation et du sens même du projet de notre association. En fait, souvent, on s'était fait la réflexion avec les administrateurs jusqu'à temps qu'on ouvre les yeux sur nos situations de qualité de vie au travail et de santé au travail. C'est comme si on avait un gros bateau, qu'on naviguait, qu'on le réparait, qu'on savait l'entretenir, mais en fait, c'est comme si on avait oublié l'équipage qui travaillait sur ce bateau. Et donc, on s'est franchement attelé à la tâche de la question de la qualité de vie au travail à partir d'un très gros, d'un constat personnel qui m'a demandé des questionnements. C'était le constat suivant, c'était des arrêts maladie sur un seul secteur de l'activité qui était l'animation. Alors, je vais juste repréciser qui on est. On est un habitat jeune résidence pour les jeunes, pour les jeunes travailleurs. Nous avons des logements tout meublés en hypercentre de Bordeaux. Et notre mission, c'est d'émanciper les jeunes à partir du logement et dans un environnement de mixité sociale et d'accompagnement individuel et collectif. Donc, un premier constat dès 2015 qui nous interroge en fait en disant mais il y a quand même des arrêts maladie, bon, admettons, mais avec des maladies graves. Donc là, on commence à se dire mais que se passe-t-il? Est-ce explicable ou pas? La médecine du travail dit non, non, ce n'est pas explicable, c'est un fait banal de maladies, de personnes qui n'ont absolument rien à voir avec votre secteur d'activité. Cela dit, cette réponse-là, nous, on est peu et à la limite pas du tout, ce qui fait qu'on a essayé de questionner ces constats à partir d'autres environnements, et on a bénéficié, nous, alors pas du tout de quorum, mais d'un très gros acteur peut-être de l'accompagnement, en tout cas lié aux professionnels, qui est Uniformation. On a commencé avec Zoom RH, qui nous a permis en fait de faire des entretiens individuels de toute l'équipe. Alors, on est une petite équipe, hein, on est entre 10 et 17 personnes, ça dépend des moments, enfin 12 et 17 personnes. Et on a fait des entretiens individuels sur les conditions de travail des personnes. Et il y a eu une retransmission auprès de l'ensemble des salariés, mettant en fait en exergue les thématiques qui ont déjà été balayées depuis tout à l'heure, hein, l'ambiance au travail, la fatigue au travail, par exemple la parcellisation, l'interruption dans les tâches, ça c'était un élément très fatigant. Et puis par contre, alors pas du tout d'éléments négatifs concernant le public. Alors nous, par exemple, c'est un truc qu'on fait pas ou peu, la gestion des conflits, etc. C'est quelque chose qu'on n'observe pas en fait, nous, avec nos publics.
Alors, je dirais qu'il y avait une bonne santé des publics, mais moins bonne santé des équipes qui s'occupaient du public. Donc, c'était tout ça qu'il fallait éclaircir. Alors, à partir de certains constats, dont un assez primordial, qui était l'incompréhension, en fait, entre les administrateurs et les salariés. Et là, en fait, on arrivait à un point de questionnement, c'était le sens du projet. Et du coup, on est parti dans le sens du mouvement. C'était une démarche qui a duré plus de 2 ans. Le sens du mouvement, c'était en fait où allons-nous trouver notre sens en termes de qualité de travail et de production du travail dans un environnement de développement extrêmement fort. L'association est en développement très fort depuis déjà plusieurs années, continue encore. Elle double à peu près sa capacité de travail, sa capacité d'hébergement, tous les 5 ans. Et donc là, on redouble encore l'année prochaine de capacité de logement. Donc, dans ce fort contexte d'évolution, comment on pouvait continuer ensemble et qu'est-ce qu'il fallait qu'on mette en œuvre pour que tout se passe bien. Alors, des séquences de travail entre administrateurs, jeunes et salariés pour redonner du sens et comprendre le sens de notre engagement chacun à notre niveau. Ensuite, on est passé par la déclinaison en fait et le décortiquage de ce qu'on appelle les processus métiers. En fait, on a été obligé de se redécouvrir et quelles étaient les incidences entre chaque métier dans notre organisation et comment elles impactaient les choses. Donc là, on voit déjà un premier cheminement de l'arrivée en fait d'un jeune jusqu'à sa sortie. C'est vraiment le b.a.-ba de notre métier et comment il y a des interconnexions, vous voyez, sur son parcours. Il rencontre des gens, il fait des choses, le jeune, et c'est en fait à partir du parcours du jeune qu'on a réinterrogé nos pratiques et puis notre projet dans ce cheminement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a découvert les processus métiers, ça c'était une grande révélation. Je parlais tout à l'heure de parallélisme. En fait, la démarche, elle a été avec plein de parallélismes, notamment des questions sur les évolutions de chacun d'entre nous dans l'organisation. Comment était-elle possible? Était-elle possible via un diplôme ou était-elle plutôt possible via un changement de poste et une évolution professionnelle d'encadrement, par exemple. Ensuite, le fameux organigramme, comment on pouvait déconstruire et reconstruire notre organisation à partir aussi des constats qu'avait fait tout à l'heure la mutualité Limousine, hein, qui sont la communication interne. On s'est aperçu en fait que notre façon de communiquer entre nous n'était pas forcément saine à certains endroits ou dans la façon de faire et pouvait générer soit des incompréhensions, après donner aussi de mauvaises ambiances au travail. Voilà, l'autre parallélisme, c'est aussi la question de la santé au travail, mais dans les bureaux, le côté physique. Et dans ce cadre-là, alors c'était en 2018 et 2019, mais plutôt l'année 2019, on a créé en fait un groupe de travail avec notre médecine du travail et l'ARACT, qui ont permis avec les architectes et nous-mêmes, les salariés, de redéfinir nos places pratiques dans le projet et dans nos murs, comment on allait se répartir, comment les bureaux allaient être réappropriés, réorganisés pour qu'il y ait une meilleure communication interne et une meilleure protection des salariés, dont éviter ce que je disais tout à l'heure, l'interruption en fait de la tâche quand on commence un truc, les publics viennent, où voilà, on est sans cesse interrompu. Voilà. Donc voilà pour tout ça. On est arrivé donc à un nouvel organigramme. On est actuellement dans l'évaluation d'1 an de fonctionnement avec ce nouvel organigramme. Et je dirais, d'une manière très humble, je dirais un peu patatras, re-arrêt maladie dernièrement, re-questionnement sur notre façon de travailler, re-questionnement sur notre organisation pour le développement qui arrive. Donc, en fait, moi, je dirais
pour conclure un peu mon intervention, qui est plutôt un récit, c'est qu'en fait, c'est un travail qui est très imposant pour le manager principal ou même le dirigeant, qui demande parfois des remises en question et parfois des protections sur la remise en question, parce que sinon, on n'avance pas et on est trop dans l'émotionnel. Et puis, avec cette injonction un peu de quand même continuer de collaborer, continuer de travailler dans un contexte, comme vous disiez tout à l'heure, qui est vraiment extrêmement difficile pour nous. La Covid, pour nous en tout cas au niveau du collectif, massacre complètement notre cœur de projet, hein, qui est l'animation d'un collectif, faire vivre un collectif, donner de la vie collective. Et ça, là, on est complètement attaqué aussi par ce virus sur notre cœur de projet. Et ensuite, eh bien, le télétravail, comment on gère aussi ce télétravail tout en gardant le contact avec nos publics. Donc voilà, toutes ces interrogations. Il y a eu quand même une évolution, c'est que le fait que les personnes soient systématiquement, les salariés constructeurs avec nous de la démarche, ça a permis, en tout cas sur le dernier organigramme, d'inventer même des nouveaux métiers ou des nouveaux pans de secteur, et au moins de se dire c'était pas si mal. Voilà, mais après on reste très humble parce que ma foi, on a l'impression que c'est quand même tout le temps en mouvance et en déstabilisation. C'est jamais en fait, comment dire, très posé. Là, c'est comme s'il y avait des rythmes de croisière. On va revenir un peu au flot de tout à l'heure. Il y a une croisière, elle s'arrête un peu, elle repart. Il y a des éléments de tempête et ça repart. Et voilà mon témoignage pour aujourd'hui. Merci Isabelle. On voit en effet que ce n'est pas quelque chose de forcément évident, hein, et l'idée était aussi de pouvoir apporter, je dirais, un témoignage qui, à la fois une personne qui on s'engage sur ces questions de qualité du travail, mais qui identifie aussi assez bien les enjeux, les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien aussi dans ces démarches-là, et ce qui appelle là aussi un accompagnement, je crois, important de la part des employeurs, mais plus largement des structures de l'ESS. Alors, peut-être que pour ensuite, enfin, dès maintenant, du coup, passer sur des questions et des échanges avec les participants, je vous invite du coup, à poser vos questions, hein, soit dans le chat de conversation, soit dans le module prévu à cet effet questions et réponses. Peut-être, je crois que Christian Chartier, mais je ne sais pas si vous êtes toujours là, mais vous aviez levé la main et vous aviez notamment une question. Je peux vous proposer, si vous le souhaitez, de prendre la parole. Je vais vous donner la parole ici. Alors, je ne sais pas si vous êtes avec nous. Oui, je vous entends. Vous entend très bien, Christian. Merci. Voilà, je vous invite à poser votre question, du coup. Merci. Merci pour tous ces témoignages. Et puis, les premières interventions. J'y avais repéré que... Alors, tout ça, ça porte sur un passé déjà. Hein, c'est-à-dire, on n'est pas dans ces témoignages sur des travaux, ça date de 2019, plus l'expérience, bien sûr, de structures comme Habitat Jeune Le Levain de plusieurs décennies. Mais bien sûr, ça ne prend pas en compte tous les travaux, ça ne pouvait pas en prendre en compte les conséquences de la situation actuelle sur les modes de fonctionnement du travail des salariés. Je veux bien sûr évoquer le travail à distance. Ça vient d'être un peu cité, bien sûr, par la dernière intervenante, Isabelle, mais j'aimerais savoir si on va évoquer une réalité présente et qui est destinée à durer, bien sûr. Je pense que le travail à distance va prendre une dimension très importante, que ce soit dans les entreprises de l'ESS ou dans les associations. Et bien sûr, c'est vrai. Et donc, je passe la parole à qui le souhaite, hein, d'ailleurs, parmi les intervenants, sur cette question du travail à distance, du télétravail également, dans cette période un peu particulière. Je vois Pierre et Isabelle, du coup, souhaiter prendre la parole. Peut-être
Peut-être Pierre, si tu souhaites commencer, mais voilà, je te laisse la parole. Oui, alors, comme je le disais, hein, c'était un élément qui va percuter effectivement, et qui a percuté effectivement tout ce qui est de la question de l'organisation du travail, du travail collectif, du management, de l'animation d'équipe. Et il faut quand même faire attention que la notion de télétravail, ce n'est pas équivalent à la notion de travail à distance. Il faut qu'on commence on a commencé à travailler chacune des branches, des syndicats et même au niveau interpro et multipro, on commence à réfléchir aux enjeux et aux effets du télétravail, qui, quoi qu'il arrive, sera, l'expérience étant vécu aujourd'hui par un grand nombre d'employeurs et de salariés, bien sûr, va être sûrement massifié aussi avec un certain nombre d'enjeux autres qui sont du type climatique, du type environnementaux, du type de la mobilité, du type de l'isolement, du type de l'accentuation des différences entre les conditions de travail des hommes et des femmes, des conditions du télétravail. C'est un véritable sujet qu'il ne faut pas réduire au télétravail à distance, parce que de notre point de vue, ça doit d'une part s'adapter à chacune des types de métiers, des types d'entreprises. C'est aussi la question plus largement du rapport entre l'individuel et le collectif, des enjeux de la notion même du travail. Donc, c'est effectivement une question pour un certain nombre de structures, même pour l'ensemble du monde du travail, une question qu'il faut différencier des conditions de mise en œuvre qui ont été faites du fait d'une obligation et pas forcément d'un choix, qu'il soit individuel ou collectif. Et ça, Christian, c'est effectivement au travail. Moi, je dirais simplement, l'exemple, j'avais d'ailleurs envoyé un questionnaire que je vous invite d'ailleurs auquel je vous invite de répondre si vous ne l'avez pas fait, au Conseil économique, social et environnemental régional. C'est un rapport sur lequel nous sommes au travail pour effectivement identifier l'ensemble des enjeux, des pertes et des bénéfices, qu'on pourrait dire, de ce nouvelle organisation du travail, de ses conséquences. Effectivement, ça concerne effectivement la question de la qualité de vie au travail. Voilà. Merci Pierre aussi en effet de faire ce lien avec ces travaux en cours au niveau du Césaire, dans lequel l'UDES, évidemment, en tant que partenaire social, siège et qui pour nous est un moment, enfin, un lieu important de travail aussi dans cette période. Je crois qu'Isabelle, vous vouliez également prendre la parole sur ce sujet. Mais oui, parce que en fait, nous, le télétravail, c'était une vraie expérience pour une très grosse partie de l'équipe pendant le confinement. Et ça reste, alors il y a une salariée qui doit être, avec laquelle les médecins demandent à ce qu'elle soit mise en sécurité par rapport au contact avec les publics, etc., qui est un peu un cas à part. Mais en fait, nous, on a gardé, pour l'instant, ça a été à la demande des salariés suite au déconfinement, de conserver une journée de télétravail par semaine pour justement être plus concentré sur ses tâches, prendre le temps de certains dossiers à la maison plutôt que de revenir au travail et recommencer à être dérangé par le téléphone, etc. Donc, le télétravail, aujourd'hui, fait partie, alors qu'il n'était pas du tout dans nos pratiques jusqu'avant le confinement. Aujourd'hui, il en fait partie. Il est inscrit dans les plannings de travail par cycle. Il y a des gens qui ont 1 journée, 2 journées ou 3 journées de télétravail par semaine. Ça dépend des personnes. Et même ceux qui ont été le plus éloignés pour être mis le plus à l'abri pendant le confinement font des demandes d'avoir moins de jours de télétravail parce qu'ils s'aperçoivent aussi quand même que quand on est en télétravail, on n'est pas forcément dans le cœur des problématiques du quotidien ou même de ses propres dossiers parce que tout n'est pas encore complètement sur serveur chez nous. Il y a encore des dossiers papier pour certaines choses. Et donc, ils ont l'impression des fois de perdre un peu la tête, ils ne savent plus si le truc est là et si en plus on importe mal les mails. Bon, il y a encore de l'organisation à avoir d'un point de vue purement technique pour que ça soit
confortable pour les salariés. Tout à fait. Merci Isabelle pour cet élément de réponse. Nathalie, oui, sur cette question du télétravail et du travail à distance. Oui, j'ai envie de dire la question du télétravail ou travail à distance, bon, sans rentrer dans les détails de distinction, et la QVT, c'est un sujet à part entière, hein. Et aujourd'hui, on le voit bien que pour des raisons de contingence, les entreprises ont développé cette possibilité à des salariés de le faire. Mais finalement, on n'a pas énormément de... On a des retours d'expérience, de dispositifs qui ont été mis en place dans différents types d'entreprises. Parce que là aussi, comme le disait Pierre Roussel, voilà, ça peut ou pas s'adapter ou dans certaines conditions à l'activité. Parce qu'il y a la question aussi, moi, pour avoir fait dernièrement un diagnostic, aussi de, entre guillemets, l'équité ou, voilà, entre des personnes dont, de par leur métier, ils pourraient en faire du télétravail et d'autres pas, quoi. Voilà. Bon, il y a plein de questions. Donc, et c'est vrai qu'au vu de ce qu'on entend comme retour de salariés qui, au départ, ont vu cela comme quelque part une opportunité, ça développe, en fait, ça a mis en évidence un tas de nouveaux risques, de difficultés pour les personnes, que ce soit en isolement, en perte même de compréhension de l'activité, les objectifs, parce que voilà, on ne se voit pas. Voilà. Donc, il y a plein de questions autour de ça. Ça serait drôlement intéressant d'approfondir ça, hein, par rapport à des retours ou des enquêtes, pourquoi pas, d'entreprises dans notre secteur, quoi. D'ailleurs, ah oui, Isabelle, allez-y. Ouais, juste pour abonder un peu, c'est vrai que pendant le confinement, on a vraiment vu la dichotomie, je pourrais dire, les cols blancs et ceux qui ont les mains dans le cambouis, en fait. Parce qu'il y avait des métiers comme les nôtres, en tout cas, agents d'accueil jour et nuit, on ne va pas leur faire du télétravail, sauf si on avait un système de caméras partout et qu'on surveillait avec un œil de Moscou. Mais c'est vrai que c'est une vraie... Enfin, moi, ça m'a posé question et c'est pour ça que moi, j'étais présente tous les jours sur le site pendant le confinement parce qu'il y avait un pan entier, en fait, de salariés qui étaient obligés de venir... Enfin, obligés, qui ont bien voulu venir travailler, mais dont le travail ne pouvait pas du tout être fait à distance. Donc, c'était un peu injuste. Il y en avait qui prenaient des risques tous les jours et d'autres qui étaient un peu à l'abri, même si ce n'est pas facile d'être à l'abri chez soi, si on a mal au dos sur le pas bon fauteuil, il y a tout ça aussi, hein. C'est l'environnement de travail qu'on n'a pas forcément. Voilà, donc c'était ma petite... Et ça me permet de préciser cet enjeu sur le télétravail que l'UDES est en train de travailler avec les partenaires sociaux en ce moment sur un accord multiprofessionnel sur la question du numérique, hein, plus largement, et donc aussi le télétravail, qui est prévu normalement l'année prochaine, hein, puisque c'est sur des négociations avec les différents partenaires sociaux. Et c'est vrai que c'est un point extrêmement important pour que dans l'ensemble des branches professionnelles de l'ESS, on ait pu mettre en place des bonnes pratiques et je dirais des sécurités aussi par rapport à cet enjeu-là. Peut-être il y avait une autre question de Pascal Morel. Je la lis puisqu'elle est écrite. D'après vous, le manque de mobilité professionnelle, le sentiment d'enfermement, entre guillemets, dans une structure ou dans un métier, est-il à mettre en lien avec la qualité de vie au travail? Et est-ce que le dispositif de rupture conventionnelle a aidé dans ce cadre-là? Elle demande par ailleurs en quoi l'ESS peut répondre à une manière différente à cet enjeu de qualité de vie au travail, puisque c'est évidemment aussi une promesse, je dirais, de l'économie sociale et solidaire sur cet enjeu-là. Et donc, comment y répondre et comment l'assurer? Je ne sais pas sur ces deux questions, d'une certaine manière, hein, sur la question de la mobilité professionnelle et sur la question de la promesse, hein, de l'ESS sur la qualité de vie au travail, si l'un d'entre vous veut répondre ou apporter un élément de témoignage. Isabelle, oui. Alors oui, je prends la parole, désolée. Mais la mobilité, c'est une question, voire un problème. Nous, on est une toute petite structure, donc la mobilité à l'intérieur des métiers et tout, c'est quand même pas si facile que ça. On n'a pas pléthore de postes à pourvoir, sauf là, dans le cadre d'évolution
multiplication, de grossissement de l'association. Ensuite, est-ce que dans l'ESS, on se comportera mieux en direction de nos salariés par rapport à la QVT? On aimerait pouvoir atteindre ce bel objectif. Néanmoins, je crois qu'on est confronté, comme n'importe quelle entreprise, quelle qu'elle soit, de l'ESS ou pas de l'ESS, à des questionnements management qui sont vraiment, pour moi en tout cas, particulièrement perturbants depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années. Bon, beaucoup plus depuis 5-6 ans, mais avec une perte de repères et des constructions de nouveaux repères en tant que manager, parce que ça n'a plus rien à voir avec la façon de diriger un établissement et de travailler ensemble il y a 20 ans, entre maintenant et il y a 20 ans, par exemple. Ensuite, quand elle dit est-ce que la rupture conventionnelle et tout ça, ben, la rupture conventionnelle, oui, mais en fait, je ne sais pas si on peut mettre en lien ou vis-à-vis la rupture conventionnelle et la qualité de vie au travail, parce que pour moi, la qualité de vie au travail, c'est vraiment pour évoluer. Alors peut-être plutôt vers un diplôme ou plutôt peut-être accompagner vers une autre structure qu'on connaît et qui va avoir besoin de ce type de salariés, et d'anticiper par contre le vieillissement de nos salariés. Nous, c'est notre cas, on a tenté d'anticiper le vieillissement, on n'a pas bien réussi, mais voilà, donc rupture conventionnelle, peut-être que c'est possible d'envisager ça comme ça, mais ça serait dommage de couper la collaboration puisqu'on a envie de travailler ensemble. Je vois que Margot réagit aussi là-dessus, Margot, sur cet enjeu de rupture conventionnelle qui peut être vu comme une rupture par définition et donc peut-être un aveu d'échec aussi sur cette question de qualité de vie au travail, je ne sais pas. Oui, le rôle, j'imagine, c'est de continuer la collaboration, de fidéliser ses salariés. Donc, à partir du moment où la rupture conventionnelle est envisagée, c'est que c'est la fin d'une collaboration et c'est un peu dommage. Nous aussi, nos métiers sont voués à être des métiers liés à des diplômes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être infirmière sans diplôme, on ne peut pas être aide-soignant sans diplôme. Et c'est vrai que tout l'enjeu, c'est d'accompagner les salariés et de les aiguiller sur des dispositifs de formation pour justement les faire évoluer, mais tout en les gardant, surtout que c'est des métiers soignants qui sont très en tension. Et le but, c'est de les garder avec nous plus que tout, quoi, vraiment. On a une question également de Marina Van Krenes, j'espère que je n'écorche pas trop son nom, j'en suis désolé. Comment avez-vous continué, là aussi c'est des questions écrites, comment avez-vous continué votre démarche qualité de vie au travail dans le cadre du télétravail précisément, on revient un peu au sujet précédent, et avez-vous mis en place d'autres actions liées à la situation de télétravail? C'est vrai, comment mettre en place une démarche de QVT dont on voit qu'elle implique aussi précisément d'inclure tout le monde, en tout cas toutes les parties prenantes dans cette démarche. C'est vrai qu'à distance, c'est d'autant plus difficile. Je ne sais pas si Margot, Isabelle ou Julien signerait sur l'accompagnement qu'Orum peut faire auprès des entreprises, si c'est au fond une problématique sur laquelle vous avez déjà été heurté, je dirais. Nous, en fait, on va mettre en place au 1er novembre la charte de télétravail. C'est le minimum avec une rémunération particulière. Enfin, on s'est rapproché de notre convention collective pour se mettre dans les clous assez rapidement. Ensuite, je dirais que pour l'instant, on n'a pas c'est tellement peu de télétravail qu'on fait, sauf si là, on doit reconfiner. Là, il va peut-être falloir qu'on s'interroge plus, mais on n'a pas énormément. C'est entre 1 et 2 jours par semaine, donc on se voit toujours. Et même, par contre, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a un point en réunion totale de tout le personnel une fois tous les 15 jours. Et quand cette réunion tombe sur un jour de télétravail, alors on s'est mis d'accord avec le télétravailleur, il vient travailler pour au moins voir toute l'équipe physiquement au moins une fois tous les 15 jours. Nous, c'est pareil à la Mutualité Française Limousine. Pendant le confinement, on n'a pas fait de groupe de travail, mais sinon, tous nos métiers, nos aides-soignants, elles sont au travail, nos assistants d'animation dans les crèches sont au travail aussi. Il n'y a que dans les services supports que le télétravail peut être mis en place, mais pour l'instant, on ne l'utilise vraiment pas beaucoup. Et du coup, c'est vrai que pour nous, pour l'instant, c'est pas vraiment quelque chose qui est engagé. On n'est pas vraiment encore là-dedans, mais la démarche continue vu qu'on va en structure et que les structures ne sont pas en télétravail pour nous, elles sont obligées d'être en relation avec nos résidents, nos patients, nos enfants. Alors une question, et là qui est une question
extrêmement crucial, je crois, et qui s'adresse peut-être plutôt à Nathalie et Julien pour Quorum. Est-ce que vous avez été confrontés, notamment dans le cadre du baromètre ou aussi d'expériences de terrain que vous pouvez suivre, à des questions de surengagement qui peut aussi mener à la question de l'épuisement? On sait que parfois la frontière entre bénévoles et salariés peut être parfois délicate dans l'économie sociale et solidaire. C'est évidemment un enjeu important en termes de qualité de vie au travail. Est-ce que ça a été traité par Quorum ou par ailleurs dans le baromètre ou dans vos actions par ailleurs? Oui, au niveau du pôle santé, qualité de vie au travail de Quorum, oui, je peux dire, alors pas forcément dans le baromètre, mais dans les diagnostics qu'on peut faire en entreprise, notamment sur les risques psychosociaux. On a plusieurs fois pu mettre en évidence des situations, enfin, en tout cas exprimées par les gens, comme ça, quand c'est pas d'ailleurs, quand c'est pas l'origine un petit peu de la demande qui portait sur l'absentéisme, mais quand on a creusé, on voit des gens, et notamment des managers, absents depuis plusieurs mois dans leur structure, parce que, alors le mot n'est pas forcément posé par la médecine du travail ou la direction, mais on est bien sur des gens qui sont en incapacité de reprendre tout de suite leur travail. Et quand on a été un peu analysé en rencontrant d'autres personnes dans ces services-là, voilà, on a pu mettre évidence qu'il y avait à un moment donné un manque de moyens aboutissant à une surcharge des professionnels, quoi. Donc ça, c'est sur le plan purement de la surcharge physique, par exemple de managers. Après, on est aussi confronté parfois à des gens, je pense à des éducateurs, par exemple, dans leur métier, qui sont dans une phase où là, il y a vraiment un mix d'usure ou de difficultés, de troubles physiques et psychiques, quoi. Hein, voilà, c'est ils ont avec ce sentiment, c'est toujours un peu le même processus, de ne plus être en capacité, justement, parce qu'on l'a vu là dans le baromètre, il y a la notion d'utilité ou de sens de son travail. Isabelle Garcia en parlait, de l'importance de ce sens donné. Et là, des personnes, des professionnels qui estiment qu'ils n'ont plus vraiment les moyens pour bien faire leur travail, et quelque part qui se sont pas sentis, soit ils l'ont pas dit, c'est ça aussi le problème du burn-out, c'est qu'on a des gens qui vont garder pour eux toutes ces tensions, ces difficultés, et voilà, faute de pouvoir même parfois l'exprimer auprès de collègues, vont se retrouver dans des situations d'isolement et d'épuisement aussi moral, quoi. Ouais, donc oui, ça existe, bien sûr. Dans ce secteur-là, dans d'autres aussi. Hein. Mais là, ça prend peut-être plus de sens par rapport au fait qu'en phase 2, ils ont une personne à aider, à accompagner, et ils vont trouver, que ce soit des enfants, des personnes âgées ou autres, ils ont du mal à le faire. Ouais. Ouais, et puis vous avez en effet cité la question du sens au travail. Sarah, là aussi, réagissait sur ce sujet qui est extrêmement important. Pierre, tu voulais réagir sur cette question du sens au travail? Oui, même. C'était un peu avant sur aussi la question, est-ce que les entreprises de l'économie sociale font différemment sur cette question-là? Alors, je ne sais pas, parce que différent, ça va être très différent déjà à l'interne, donc je ne sais pas si on pourrait dire que l'économie sociale, mais moi je dis, comme on dirait dans une des branches, que les entreprises sont des entreprises à but de citoyenneté, nos entreprises, on peut dire de manière générale. Et donc, au cœur de tout ça, ce sont, de mon point de vue, le dialogue social, les pratiques syndicales qui doivent aussi, qu'elles soient patronales ou salariées, qui doivent essayer de travailler pour un projet commun, et que ce projet commun autour de la qualité de vie au travail doit être mobilisé par l'ensemble des acteurs. Alors, ça ne fait pas beaucoup plus de différence de certaines entreprises, mais on a, comme le disait aussi Isabelle, un contexte aussi commun à l'ensemble des entreprises autour de l'économie et du contexte global. Donc, mais je pense que si les entreprises d'économie sociale étaient un peu
promoteur à chaque instant de la nécessité du dialogue social dans un levier de progrès social. Et ça, je pense on peut faire, je ne sais pas autrement, différemment, mais on peut faire juste au moins dans ce domaine-là. Pour ce qui est du télétravail, mais j'en parlerai peut-être un peu en conclusion, je pense que le télétravail, ça doit être avant tout, au départ, un projet partagé au sein de l'entreprise, quelle que soit sa taille. Que chacun mesure ce qu'on a les uns et les autres sur les enjeux, les conséquences, les intérêts ou les inconvénients ou les pertes qu'on pourrait avoir en mettant en place ce télétravail et les façons de le mettre. Je pense que et ça doit faire partie du point de départ pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Ouais. Merci Pierre pour ces éléments. On mettra évidemment à la suite de ce webinaire l'ensemble des documents, je le précise, qui ont été diffusés, et ainsi qu'un lien vers l'enquête et le questionnaire sur le télétravail que tu évoquais tout à l'heure. Ça permettrait aussi à l'ensemble des personnes de pouvoir se positionner et répondre à cet enjeu-là. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on arrive à 11h37, donc on a un petit peu dépassé même notre temps, mais je me suis permis de laisser courir le temps puisqu'il y avait des échanges quand même assez intéressants. Peut-être passer sur maintenant une conclusion. Je donne la parole à Julien Signoret de Quorum pour cette conclusion et réaction à ce webinaire. Merci. Déjà, moi, je voulais rebondir sur certains éléments qu'on a vus tout à l'heure. Effectivement, Margot indiquait que Quorum avait mis des actions à mener. Il y a une question de financement aussi derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment les structures de l'ESS, les associations et les entreprises de l'ESS peuvent financer ces actions. Je tiens à rappeler quand même que depuis 2014, il y a un décret qui impose aux régimes de prévoyance qui sont conventionnels de mettre en place un fameux haut degré de solidarité. Donc, c'est en fait un financement qui est dédié aux actions de prévention. Et il peut y avoir, en fonction de vos conventions collectives, des subventions qui sont allouées par vos branches à ce sujet. Donc ça, c'est à voir avec vos différentes conventions que vous appliquez. Ensuite, deuxième point, on parlait du baromètre qualité de vie au travail intra que l'on peut faire effectivement au sein de vos associations. Je tiens juste à rajouter que les résultats sont exploitables s'il y a un certain nombre de répondants, hein, Nathalie. Donc, il faut quand même ce type de baromètre qui est effectivement mis en place par Quorum. D'une part, il y a un délai d'attente pour mettre en place ce type de baromètre. Il faut au préalable constituer une commission. Il faut qu'on rencontre les interlocuteurs et toutes les parties prenantes. Mais je crois qu'il faut un certain nombre de personnes qui participent. Donc, effectivement, ça vise quand même des associations où il y a un certain nombre de salariés. Si c'est une association où il y a 10 salariés, on ne peut pas mettre en place ce type de baromètre intra. Voilà, donc de toute manière, Quorum, on est à votre disposition pour échanger à ces sujets-là concernant tout ce qu'on vient de voir ensemble. Les supports vont être effectivement envoyés. Ces données sont exploitables. Elles sont accessibles sur le site Quorum de toute manière. Ensuite, il y aura un temps 2, c'est qu'on va publier aussi les résultats par branche. Ça peut être également très intéressant d'obtenir les résultats de la branche du médico-social, de l'animation, etc., de chacune des branches de l'ESS pour pouvoir avoir aussi une comparaison entre 2013, 2017 et 2020. Voilà. Merci Julien pour ces éléments de conclusion et de précision, en effet, pour proposer aussi l'accompagnement auprès des structures. Et pour le mot de la fin, je laisse Pierre Roussel conclure du coup sur ce webinaire. Oui, merci. En conclusion, je dresserai plutôt effectivement des perspectives, puisque le contenu de ce webinaire est rattaché aussi, comme chacun l'a souligné, à une période aussi compliquée au niveau des entreprises, au niveau des salariés, au niveau du citoyen même. Et au niveau de l'UDES, en lien avec le Conseil régional et l'État, nous avons été signataires, au même titre que l'ensemble des organisations patronales et les chambres consulaires, et puis la CRES et puis un certain nombre de syndicats de salariés sur une charte partenariale liée à ce qu'on pourrait appeler
la relance, la prise en compte des effets de la crise sanitaire pour essayer de trouver, en tirer des enseignements et faire des actions qui puissent permettre à la fois relancer l'économie et à la fois tirer des enseignements de cette crise-là. Et dans cette partenariale, nous l'avons déjà décliné, nous, et on a déjà obtenu un soutien de la directe et on compte bien avoir un soutien du conseil régional en plan d'action. Et dans une de ces actions, effectivement, il y a la question de renforcer la qualité de vie au travail au temps du Covid-19. Et pour répondre aussi aux questions, l'UDES, bien sûr, en s'appuyant bien sûr sur l'ensemble de ses adhérents, de ses organisations syndicales, coopératives, mutuelles et fondations, l'idée, c'est de, d'ici, pendant 2 ans, accompagner les entreprises à mieux mesurer ce qui est des effets du Covid sur la qualité de vie au travail et pouvoir en tirer des enseignements qui dépasseront le cadre même lié à la crise sanitaire et notamment en lien avec le télétravail. Et les 3 autres fiches actions qui peuvent se rattacher aussi avec ce qu'on a dit, par exemple, autour du sens donné au travail, le sens donné à l'action de l'entreprise. C'est l'idée de développer des actions de formation, pour dire d'accompagnement des entreprises pour qu'elles réussissent ou elles mesurent mieux leur impact social et mettre en évidence et en valorisation l'ensemble de leur action qui aussi permet de donner du sens au travail et à l'action de chacun. Les 2 autres actions que nous avons prévu de développer, c'est la question de l'alternance, de la formation dans les entreprises d'économie sociale. Et aussi, comme je disais, quand je parlais d'entreprises à but de citoyenneté, on va essayer de mettre en place une structure qui favorise le développement du dialogue social dans l'économie sociale et solidaire en région, ce qu'on appelle un RDS, dialogue social régional, qui devrait nous permettre aussi de nous centrer sur un certain nombre de problématiques de dialogue social communes au sein de nos entreprises. Je voudrais aussi rajouter que l'économie sociale ou solidaire, on l'évoquait à l'instant, le travail de la question de l'interbranche est particulièrement un enjeu aujourd'hui. J'ai eu une expérience de formation où il y avait des branches différentes qui suivaient un parcours de formation autour de la qualité de vie au travail. Le partage des expériences, comme on a pu le faire un peu aujourd'hui, est fondamental aussi pour la progression de nos pratiques mutuelles au sein des entreprises d'économie sociale et solidaire. Voilà ce que je pouvais dire un peu en conclusion, sachant que ce travail il se fait forcément en partenariat avec l'ensemble des acteurs. Donc, on souhaite développer les partenariats, bien sûr, avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, avec des structures comme les structures de prévoyance, quorum, mais aussi avec les OPCO, de cohésion sociale, santé, et bien sûr aussi avec l'ARACT qui est très concerné par ce sujet des conditions de travail. Voilà, donc moi je vous remercie de votre participation active à ce webinaire et le travail ne fait à mon avis que commencer la qualité du travail est un sujet d'actualité compte tenu aussi de l'évolution du contexte du travail de chacun. Merci Pierre, et puis en effet, merci à toutes et à tous, intervenants et participants pour votre participation, votre engagement sur ce webinaire, qui n'est qu'une première étape du coup pour le développement d'actions collectives et de coopération sur cet enjeu dans cet contexte un peu particulier. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, je vous espère en bonne santé évidemment, et je vous souhaite du coup une bonne journée et à très bientôt pour développer des coopérations sur ces sujets. Voilà. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.